Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour explorer avec vous, avec ceux qui nous écoutent, un sujet vraiment fascinant. Salut Eve. Ouais, moi aussi je suis super prêt. C'est une histoire assez incroyable qu'on a là. Ah, c'est le mot. Alors, imaginez un peu la scène. On est à Canton, au début des années 60. Hmm. Il y a un jeune homme qui fuit la famine, le communisme. Et il se jette dans des eaux qui sont juste glaciales et super redoutables. Ouais, c'est pas une petite baignade quoi. C'est ça, il nage pendant 4 kilomètres, genre en esquivant les patrouilles, en luttant contre des courants qui peuvent être mortels. Tout ça avec un seul objectif en tête, atteindre Hong Kong. Exactement. Et cet homme, dont le nom de naissance est Yang She, le monde entier va bientôt le connaître sous un autre nom, Bolo Yeong, le fameux Hercule chinois. C'est fou. Le gars survit à ça, il devient une montagne de muscles qui soulève plus de 300 kilos et il finit par devenir vraiment le cauchemar numéro 1 du cinéma d'action hollywoodien. Et en fait, ce point de départ, cette évasion brutale à la nage, ça dicte absolument tout le reste. Ça lui forge une psychologie de la survie, un pragmatisme implacable. Un pragmatisme qui, tu vas voir, ou plutôt ceux qui nous écoutent vont voir, contraste violemment avec le monde d'illusions qu'il va intégrer ensuite, l'industrie du cinéma martial. Tout à fait. C'est le jour et la nuit. Donc aujourd'hui, on va explorer les coulisses de cet âge d'or, des années 70 aux années 90. On a rassemblé pas mal de sources pour ça. Ouais, des essais historiques, des blogs très spécialisés comme Wars et Movies, des coupures de presse d'époque. Et surtout, des retranscriptions d'interviews et des documentaires récents qui sont franchement extrêmement révélateurs. C'est vrai, ça change complètement la perspective. Notre mission aujourd'hui, c'est de séparer la fabrication du mythe de la réalité brutale. On veut comprendre ce qui se passait vraiment quand les caméras s'arrêtaient de tourner, la vraie nature de la force, le poids de la célébrité et la vérité sur ces icônes d'Hollywood. Bon, décortiquons tout ça. Allons-y. Et pour comprendre cette dynamique, surtout sa relation ultra complexe avec Bruce Lee, il faut d'abord regarder d'où vient Bolo. C'est clair. Donc on l'a dit, il arrive à Hong Kong après cette traversée de l'enfer. Ouais, et à la base, il pratique déjà des arts martiaux traditionnels, le tai chi, le Wing Chun. Mais très vite, il se tourne vers un culturisme hyper intensif. Il se construit une vraie armure, quoi. C'est exactement le mot. Il gagne le titre de Mister Hong Kong et, attention, il le conserve pendant 10 ans, de 70 à 80. C'est l'incarnation même de la force externe, brute, visible. Et l'anecdote géniale, c'est la rencontre avec Bruce Lee. Ça se passe en 71 sur un plateau de tournage pour une pub de cigarettes Winston, je crois. Ouais, c'est ça, les cigarettes Winston. Bruce le voit et il est juste subjugué par ce gabarit hors norme. Il l'invite direct sur le casting d'Opération Dragon, un film avec un budget de 850 000 $ qui va en rapporter 350 millions ensuite. Une folie, oui. Et pour visualiser cette rencontre, j'aime bien cette analogie. C'est un peu la rencontre entre un fusil de précision et un marteau-piqueur. Ah, j'aime beaucoup ça. T'as Bruce, le fusil de précision, la vitesse cinétique pure, et de l'autre côté, Bolo, le marteau-piqueur, la force brute, l'hypertrophie. Le marteau, il casse tout, mais s'il rate sa cible, il s'épuise dans le vide. Le fusil de précision, il n'a pas besoin de masse. Il lui suffit d'un seul impact au millimètre près, au point de rupture. Ce qui est fascinant ici, c'est que, au lieu de se voir comme des rivaux stéréotypés, ils sont devenus amis. Cette amitié a vraiment défié les clichés de l'époque. En coulisses, il y avait une vraie hybridation de leur style. Bolo apportait cette puissance interne et isométrique, et Bruce, lui, il cherchait sans arrêt des moyens scientifiques de contourner cette énorme masse. Et la réalité physique du plateau va vite montrer comment la technique surpasse la masse. Il y a cette scène de la clé de bras avec John Saxon sur Opération Dragon. Ah oui, une excellente anecdote. Bolo, malgré toute sa puissance musculaire, il avait des lacunes sur la technique pure des leviers articulaires. Ouais, et donc Bruce se propose de lui faire une petite démonstration amicale, genre juste pour lui montrer. Et là, c'est fou, Bruce le soumet instantanément. Instantanément, ouais. Je veux dire, comment un gars comme Bruce, qui pèse facilement 30 ou 40 kilos de moins, arrive à tordre le bras d'un mec qui a des biceps de la taille de mes cuisses? C'est la philosophie même du Jeet Kune Do en action. Bruce s'en fichait du volume musculaire. Il utilisait l'alignement géométrique et la vitesse fonctionnelle. Il ne luttait pas contre les muscles de Bolo. Il plaçait son propre poids corporel comme levier juste sur l'articulation du coude. Le point faible anatomique. Exactement. En fait, la masse énorme de Bolo devenait un handicap. Ça limitait son amplitude.
C'est de la physique pure, quoi. Et ça s'arrête pas là. Les sources disent que Bruce battait Bolo au bras de fer, juste grâce à sa puissance tendineuse. C'est ça. Mais l'exemple le plus spectaculaire, c'est cet incident avec le figurant arrogant sur le toit des toilettes du plateau. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Raconte-nous un peu cette histoire, parce que les témoignages sont dingues. Alors, on a ce cascadeur, sans doute un membre du triade, qui voulait juste se faire un nom, qui provoque Bruce Lee. Il remet carrément en cause sa légitimité martiale devant tout le monde. La mauvaise idée, quoi. Clairement. Bruce reste d'un calme olympien, il accepte le défi, lui demande de descendre. Le type attaque, pensant le surprendre, et là, Bruce ne bouge presque pas. Il contre-attaque avec une frappe au visage. Le temps de réaction a été estimé par les témoins à genre 0,05 secondes. C'est même pas visible à l'œil nu à ce stade. Non, pas du tout. Le cascadeur est cloué au mur, le visage en sang, il comprend même pas ce qui lui arrive. Et Bruce, avec un flegme absolu, l'ajuste pas mal pour un acteur. J'adore, et après il paye quand même les frais d'hôpital du gars. C'est la classe. Et il y a aussi Sammo Hung qui a vécu un truc similaire, non? Ouais, Sammo Hung raconte qu'il voulait tester leur vitesse. Avant même qu'il ait pu esquisser le moindre mouvement, il avait déjà le pied de Bruce collé contre son visage. Waouh. Mais attends, j'ai une objection là. Si Bruce était véritablement intouchable, comme ces histoires le montrent, pourquoi Bolo affirme-t-il dans les archives que Bruce, tout en pensant ne faire qu'une bouchée du commun des mortels, craignait vraiment certains autres athlètes? Eh bien, ça nous amène au paradoxe Mohamed Ali. Bruce était perçu comme invincible, mais en réalité, c'était quelqu'un de super pragmatique. Il connaissait parfaitement les limites de sa propre anatomie. C'est vrai que publiquement, Bruce affirmait pouvoir battre Ali dans un combat de rue. Ça faisait les gros titres. Mais en privé, c'était une autre histoire. Complètement. Au studio Golden Harvest, Bolo a été témoin de scènes hallucinantes. Bruce avait fait installer un immense miroir en pied. Et il mettait un documentaire sur Mohamed Ali en boucle pour calquer ses mouvements. Et c'est là qu'il fait cet aveu à Bolo. Il lui dit que dans un combat réel, Ali le tuerait. Ouais. Il comparait même sa propre main, qu'il appelait sa petite main chinoise, à celle du champion du monde des poids lourds. C'est incroyable de lucidité. Si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, ça montre vraiment cette tension constante chez Bruce, tu ne trouves pas? Si, absolument. Maintenir cette aura d'invincibilité devant les médias, tout en ayant ce pragmatisme scientifique en privé, c'est épuisant. Ça résonne tellement avec des trucs qu'on vit aujourd'hui. C'est le syndrome de l'imposteur inversé, en fait. Il devait projeter une perfection absolue pour l'industrie, tout en connaissant exactement ses propres faiblesses physiques. Et cette pression constante, elle a un prix. Ça nous amène directement à la mort du dragon, en juillet 73. Il avait seulement 32 ans. Une tragédie. Et c'est là que nos sources se divisent vraiment. Et je précise pour notre auditoire qu'on ne prend pas parti ici, on se contente de rapporter ce qui se trouve dans les documents. Il y a deux grandes théories. La première, c'est le fardeau médical et émotionnel. Oui, le point de vue de l'épuisement systémique. Bolo lui-même évoque l'état d'épuisement organique de Bruce. Il perdait du poids, il avait des maux de tête terribles. Le diagnostic officiel, c'est un œdème cérébral. Et Bolo rejette pas mal de mythes pour souligner le drame humain. Il parle beaucoup de Betty Ting-Pei, l'actrice chez qui Bruce est décédé. C'est vrai qu'elle a pris très cher. Tellement. Bolo dit qu'en l'entraînant dans son monde sous haute pression, Bruce l'a condamnée à porter à vie ce fardeau psychologique de sa mort. Elle a été jugée par le monde entier. Mais d'un autre côté, d'autres témoignages récents de Bolo et d'autres personnes de l'industrie dépeignent un tableau bien plus sombre. C'est là qu'on entre dans les révélations de l'ombre. Les fameuses théories du complot. Voilà. À l'époque, la mafia hongkongaise, les fameuses triades, cherchait par tous les moyens à blanchir de l'argent via le cinéma. Et Bruce s'y refusait catégoriquement. Ça a engendré une paranoïa croissante chez lui. Les sources mentionnent même qu'il s'était mis à porter une arme à feu sur lui. C'est dingue. Et il y a ces rumeurs sur la nuit de sa mort. Une ambulance qui aurait été retardée, une scène de crime potentiellement nettoyée avant l'arrivée de la police, et même cette théorie d'une neurotoxine indétectable. Sans parler du fait que certains font un lien glaçant avec la mort de son fils, Brandon Lee, des années plus tard, sur le tournage de The Crow. C'est troublant. Et encore une fois, on expose juste la dualité des sources entre la fatigue biologique et les allégations de meurtre. Cela soulève une question importante, en fait. Comment le grand public gère-t-il la mort soudaine d'un tel mythe? Souvent, on préfère s'accrocher à des conspirations d'assassins invisibles plutôt que d'accepter la simple fragilité humaine. Dire qu'un œdème a tué l'homme le plus fort du monde, ça passe mal. C'est trop banal pour un héros.
Mais ce qui s'est passé juste après sa mort, ça n'a rien de banal. Le vide qu'il a laissé a été exploité d'une façon... waouh, c'est l'ère de la brousse-plotation. Ah oui, l'industrie opportuniste au possible. Les studios ont sorti des acteurs qui lui ressemblaient vaguement, ils changeaient leur nom. Et Bolo se retrouve là-dedans. Il tourne The Clones of Bruce Lee en 77, mais bon, il va finir par devenir une star mondiale par lui-même, notamment avec Bloodsport en 88. Un film culte, budget de 1,5 million de dollars seulement et un succès planétaire. Et bien sûr, sa réplique légendaire « You are next ». Mythique. Et c'est en rentrant dans cette machine hollywoodienne que Bolo va faire face au tribunal des faux durs, comme on pourrait l'appeler. Les sources sont remplies de ces critiques et franchement, elles sont brutales envers les stars de l'époque. Ouf, il n'y va pas par quatre chemins. Prenons Jean-Claude Van Damme par exemple. Oula, oui. Bolo le décrit littéralement comme un clown sous cocaïne. C'est ça. Il dit que Van Damme était terrifié à l'idée de faire du vrai sparring, qu'il frappait réellement les figurants non préparés pour se faire valoir sur le plateau. Mais qu'il partait pleurer dans sa caravane s'il se prenait un coup accidentel d'un cascadeur. C'est pathétique. Et Bolo ajoute qu'il a volé les mimiques de Bruce Lee sans jamais piger la moindre once de sa philosophie martiale. Et le dossier sur Steven Seagal est pas mal non plus. Bolo le qualifie de sadique. Sadique, carrément. Les archives mentionnent qu'il utilisait de faux mouvements d'aïkido, qu'il demandait aux cascadeurs de se jeter eux-mêmes par terre et qu'il brisait les poignets des gens juste pour le plaisir de dominer. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le coordinateur des cascades, le célèbre Gene Lebel. Ah, raconte ça, c'est épique. Gene Lebel n'a apparemment pris dans un étranglement sanguin et il a serré jusqu'à ce que Seagal perde connaissance et s'oublie littéralement dans son pantalon sur le plateau, sans compter les témoignages sur la façon dont il terrorisait les actrices. Un vrai cauchemar. Et pour finir cette galerie des horreurs, on a David Carradine. Le fameux voleur d'âme. C'est exactement comme ça que Bolo le voyait. Parce qu'il a pris le rôle principal de la série Kung Fu, un projet que Bruce Lee avait développé et qui lui a été volé par les studios parce qu'il était jugé trop asiatique pour la télé de l'époque. Et sur le plateau, Bolo raconte que la vitesse d'exécution de Carradine était tellement ridicule qu'on demandait à Bolo de ralentir ses propres mouvements de 90% pour que ça paraisse crédible à l'écran. Sinon, Bolo avait l'air de se téléporter autour de lui. Carradine est décrit comme quelqu'un de consumé par des passions sombres qui l'ont finalement mené à sa mort tragique. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ? Eh bien, ça souligne une ironie absolue. Ouais, parce que Bolo jouait systématiquement les méchants, terrifiants, les tueurs impitoyables, alors qu'en coulisses, c'était un gentleman hyper pragmatique. Et de l'autre côté, les prétendus héros d'Hollywood se comportaient comme de véritables lâches ou des tyrans. Le vrai guerrier, c'était le méchant de l'écran. C'est fascinant de voir comment ces sources détruisent nos souvenirs d'enfance de ces films. Totalement. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste de cet héritage aujourd'hui ? C'est une sorte de trésor bloqué, non ? C'est exactement ça. Il y a eu des tentatives de commémoration, comme le récent film hommage de Las Comité. Oui, avec Mathis Landwehr, Cynthia Rothrock et même David Yang, le propre fils de Bolo. Ça, c'est pour la partie sympa. Mais il y a un coup de théâtre juridique majeur. Il y avait ce documentaire très attendu, Chinese Hercules, The Bolo Young Story, prévu pour 2025. Ouais, un truc avec des dizaines d'heures d'interviews de Bob Wall, de Van Damme, des témoignages inestimables sur cette époque. Et ce projet a été définitivement bloqué, interdit de diffusion par David Yang, le fils de Bolo. C'est une vraie perte. Le public est privé d'un témoignage historique irremplaçable à cause de batailles légales. C'est fou de se dire que l'histoire du cinéma peut être censurée par des luttes familiales. Mais bon, si on résume un peu notre voyage d'aujourd'hui, on est parti d'une fuite désespérée à la nage vers Hong Kong pour arriver au sommet de la machine hollywoodienne. Un parcours incroyable. L'histoire de Bolo Young, elle déconstruit complètement l'image intouchable de Bruce Lee. Elle le rend plus humain, plus tragique aussi. Et en même temps, elle arrache violemment les masques des faux guerriers des années 80. Le vrai pouvoir, on le voit bien dans ses archives, il résidait dans l'authenticité, dans la sueur de l'entraînement, pas dans la poudre aux yeux des studios. Exactement. C'était des hommes de chair et de sang. Ce qui m'amène à une dernière réflexion, un truc pour ceux qui nous écoutent. Dans les années 70, quand Bruce Lee est mort, l'industrie a créé des clones physiques avec des perruques et du maquillage pour combler le vide. C'était grossier, mais c'était la technologie de l'époque. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les deepfakes, on est à l'aube de pouvoir cloner numériquement n'importe quelle icône.
On peut créer des combats infinis, parfaits, sans aucune limite physique. Une perfection complètement synthétique. C'est ça. Mais face à cette perfection sans risque et sans douleur, est-ce qu'on ne va pas finir par regretter l'époque de Bolo-Yeong? Une époque où la magie du cinéma, elle reposait sur la chair, le sang, l'épuisement réel et la discipline incroyable d'hommes qui étaient certes imparfaits, mais tellement authentiques. C'est une excellente question à garder en tête la prochaine fois qu'on regarde un film d'action moderne. Sur ce, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse détaillée. Gardez l'esprit critique et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.